Et salut à tous, il est temps de discuter dans la foulée du halving qui vient de se produire du fonctionnement du réseau du Bitcoin et de l'impact que ce phénomène cyclique peut provoquer sur le prix du Bitcoin. Donc je vais t'expliquer ce que c'est que le halving et revenir brièvement sur le fonctionnement du Bitcoin, c'est important. On y va ? Bon, avant de plonger dans la question trépidante et palpitante du halving, il est essentiel de comprendre d'abord ce que c'est que le Bitcoin. Si tu as regardé mes deux vidéos, genre il n'y en a pas des milliers, tu commences à saisir un petit peu le concept de ce qu'est une monnaie digitale, un actif digital, comment ça fonctionne. Alors j'ai pas vraiment élaboré la question du comment ça fonctionne, peut-être que en répondant à ce que c'est que le halving, on va se faire une idée de ce que c'est que le Bitcoin et comment il est créé, maintenu dans une blockchain, dans un réseau qui est décentralisé, contrairement aux monnaies classiques et traditionnelles qui, elles, sont manipulées par les banques centrales et par les hommes politiques qui les dirigent. Ce qui me fait dire que le Bitcoin est une arme puissante face aux vils desseins que prévoient nos élites politico-financières en manipulant marchés financiers et autres monnaies fiduciaires, tu parles. Donc c'est ça le Bitcoin, c'est une monnaie décentralisée et digitale. Alors, un retour en arrière sur l'origine du Bitcoin et pour toujours essayer de creuser un petit peu son fonctionnement. Ça date de 2008, un groupe de personnes, ou une personne qu'on appelle Satoshi Nakamoto, le Kaiser Soze de la crypto fiducie ou la crypto-monnaie, qui lance un livre blanc intitulé à l'époque A Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, qui répond à la question, est-ce que Satoshi Nakamoto, groupe ou personne, pensait à une monnaie ou une monnaie échangeable facilement ou plutôt à une classe d'actifs store value, quelque chose qui te permet de conserver la valeur de ton patrimoine. J'étais plutôt du camp de ceux qui pensaient que c'était plutôt un or numérique, mais le livre blanc parle de cash system, donc il était prévu déjà un échange entre individus. Donc ce livre blanc a été lancé un mois après le crash de Lehman Brothers, cette grande banque d'affaires américaine qui a été sacrifiée sur l'autel du capitalisme, pour la survie du capitalisme en fait, débridé de nos élites et décomplexé. Je pense que les choses n'arrivant jamais par hasard, ça a permis à beaucoup de gens de comprendre la nécessité de décorréler leur épargne, de leur épargne si possible, des turpitudes d'un système incontrôlable en fait, un ogre renvoreux. Donc quelques mois plus tard, ça date peut-être 2009, oui, le réseau a été lancé. Et hop là, on est tombé avec une monnaie digitale, sans intermédiaire, sans banque centrale, où les participants pouvaient acheter, vendre du Bitcoin où il se trouve dans le monde. À partir de là, tout le monde a pu créer. Toutes les personnes dans le milieu de la cryptographie et de la high-tech a pu se documenter, s'informer et acheter du Bitcoin, créer son wallet, portefeuille, son adresse et commencer à échanger. Alors ça a commencé de manière très modeste, je me souviens des vidéos légendaires où des gars sautaient de joie en voyant le Bitcoin monter à $1. Waouh, tu m'étonnes, on partait de 0,00 quelque chose. Ou bien ce type qui avait payé à Los Angeles une pizza à 10 bitcoins, c'est la pizza la plus chère du monde, c'est un truc de malade. Voilà. Donc rappelons que, avant de parler du halving, parce que c'est bien ça le plus important aujourd'hui, que l'offre de bitcoin globale pour toujours ne sera que de 21 millions. Il n'en reste plus que 2 millions à fabriquer. Et ils sont fabriqués comment ? Par des mineurs qui sont les personnes les plus impactées par ces phénomènes cycliques que sont les halvings, qui arrivent tous les 4 ans à peu près. Et ce qui signifie que c'est une rareté de plus en plus programmée, et rareté d'autant plus importante que 2 millions de bitcoins à miner, mais je te parle pas de tous les bitcoins qui ont été perdus, c'est-à-dire dont on a oublié les mots de passe, les clés, les ledgers, et qui sont coincés comme un poisson dans du calcaire, tu sais, un fossile. Ça, c'est disparu, c'est terminé. Donc il y en aura vraiment pas beaucoup pour tout le monde. Précisons un petit peu comment fonctionne le réseau du Bitcoin. En fait, c'est un réseau qui est sécurisé par des mineurs, ceux-là même qui assurent les transactions. C'est-à-dire que quand Crypto Boomer envoie à Crypto Zombie un Bitcoin, eh bien ça passe par un réseau de mineurs qui valident et sécurisent cette transaction. C'est ça dont nous sommes en train de parler. Un processus qui consiste à dépenser de l'énergie et du computing power pour valider des calculs complexes
et les transactions. Donc tu sécurises le réseau, tu sécurises les conflits éventuels. Ce processus, en fait, est à la base la substance même de la création du Bitcoin, parce que chaque calcul, chaque bloc miné est soumis à une récompense, des rewards. Ces récompenses sont données aux mineurs pour leur travail, en fait. Il faut bien qu'ils payent l'énergie, qu'ils payent leurs salariés, la maintenance. Le minage était quelque chose qui se faisait de manière assez artisanale au début du Bitcoin, puis maintenant c'est devenu quand même des grosses industries, d'énormes data centers, et beaucoup de calculs, de puissance de calcul. Il faut les payer, ces gens-là. C'est ce qui nous amène à l'appellation de Proof of Work, preuve de travail de l'algorithme sur lequel est basé le Bitcoin, SHA 256 ou 226. Donc Proof of Work, preuve de travail, versus d'autres blockchains comme Ethereum qui sont des Proof of Stakes, donc on est récompensé en possédant. Proof of Work est pour moi un peu plus vertueuse, mais ça se discute. Donc en gros, le mineur assure la maintenance du réseau. Donc les mineurs fabriquent du Bitcoin en assurant la maintenance du réseau. Ils reçoivent donc des rewards. Et le halving, eh bien, c'est le phénomène qui réduit ces rewards par 2. Halving, half, tu vois. Donc ils sont moins payés tous les 4 ans. Alors chaque fois que ça a été moins payé, ces mineurs, ils ont été moins payés, se poser la question sur la viabilité de leur business. Oui, mais c'est pas si simple, parce que le prix évolue aussi. La rareté fait que le prix du Bitcoin, en général, 2 fois sur 3, a été aspiré vers le haut, comme une sorte de portance permanente, perpétuelle, et finalement rééquilibre un petit peu les economics de ces data centers et de ces compagnies. Donc ça n'est pas une catastrophe à chaque fois que le halving se produit. Bien au contraire, en fait. Alors, je viens de te le dire, le halving, c'est ce processus ou cet événement qui est programmé. Alors, je te disais tous les 4 ans, mais c'est pas vraiment tous les 4 ans, c'est chaque nombre de blocs validés, c'est tous les 210 000 blocs. Tous les 210 000 blocs, qui tombent tous les 4 ans à peu près, la récompense est réduite de moitié, ce qui signifie que la nouvelle offre quotidiennement créée dans le réseau est réduite. Et ce qui augmente la rareté du dit Bitcoin. Donc le dernier halving a eu lieu vendredi, celui d'avant était en mai 2020, donc les récompenses jusqu'au dernier halving de vendredi étaient de 6,25 Bitcoin par bloc miné. Et là, on va tomber sur du 3,125. On divise par 2. Que fait le prix du Bitcoin depuis? Pas grand-chose. Qu'il baisse ou qu'il descende, en général, les mineurs qui ont suffisamment, les grosses entreprises qui ont suffisamment de cash derrière elles, peuvent tourner pendant encore 1 an, 2 ans, enfin, les plus vertueuses, en attendant que le prix du Bitcoin remonte. Et quand il remonte, ils en vendent pour faire tourner leur boutique. Donc tout ça est un système qui balance très bien entre l'avidité et la survie d'un réseau. Pourquoi tout le monde s'excite à chaque fois que le halving arrive? Eh bien, on s'excite parce que ça crée un peu de bruit, et donc ça crée de la volatilité, ça crée des mouvements. On attend la réponse à la question, est-ce que ça va pumper un x3 ou est-ce que ça va baisser de x2? On n'en sait rien, mais en vérité, on s'en fiche. Si ça baisse, ça te permet de rentrer pour moins cher, et si ça monte, ça confirme le rationnel de ton investissement. Ça joue beaucoup plus, comme je te l'ai expliqué, pour les mineurs qui voient leurs revenus baisser et qui doivent gérer de manière un peu plus sérieuse leurs ressources. Il n'empêche, on doit le dire, que la raréfaction du Bitcoin à chaque halving provoque nécessairement une hausse des prix. Peut-être pas dans l'immédiat, peut-être pas dans les 3 semaines, le mois qui suit le halving, mais à moyen long terme, c'est toujours pareil. Le prix du Bitcoin monte parce qu'il est de plus en plus rare. Bitcoin est donc une monnaie déflationniste. Plus on va dans le temps, moins il y en a. Et moins il y en a, plus de personnes sont intéressées par en avoir. Et ça provoque une aspiration vers le haut. Donc cette politique monétaire, si j'ose dire, est prévisible, est à l'opposé de celle qui est pratiquée par les banques centrales, qui, elles, utilisent la planche à billets pour faire de la politique, pour faire de la géopolitique. En fait, ils passent leur temps à s'en foutre plein les fouilles en manipulant et les marchés boursiers et leur politique monétaire, donc en manipulant le cours de leur monnaie. Et ça, c'est pas terrible parce qu'ils sentent bien qu'avec une technologie comme le Bitcoin, ce pouvoir qu'ils ont commence à leur échapper. Donc le halving, pour moi, c'est quelque chose de très sérieux. Il faut tenir bon si les prix baissent, mais c'est très sérieux surtout parce qu'il confirme à chaque fois la rareté du Bitcoin. Alors, on se retrouve. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution du prix du
Bitcoin depuis 2009, depuis sa création. Et vous avez sur la ligne verticale les 4 halvings qui ont eu lieu. Donc tu peux te rendre compte ici qu'au premier halving en 2014, le prix du Bitcoin avait touché un de ses plus hauts, aux alentours de 1200 $. Et quelques semaines après le halving, il s'était pété la gueule avec un bond 70%, moins 70%. C'était chaud. Donc là, les gens ont dû se poser des questions de savoir est-ce qu'il est toujours bon de miner, est-ce que le prix de l'électricité, est-ce que ça fonctionne. Heureusement qu'ils n'ont pas abandonné, sinon le réseau Bitcoin n'existerait plus. Le bear market a duré jusqu'en 2016. Autre halving, eh bien, on ne peut pas dire que ça a été très très performant, mais sur le long terme, il a fallu quelques semaines ou quelques mois pour se choper un bull run de plus de 3000%. Idem, sur le halving de 2020, on s'est pris un bull run de 600%. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette legacy trend si on ne casse pas ce support oblique? Je pense qu'on ira facilement jusqu'aux 150 000, entre 150 000 et 177 000 $ d'ici à 2025. On pourrait se faire peur en redescendant un petit peu, c'est clair, jusqu'aux 30 000 sur un gros coup de stress, si les marchés traditionnels se pètent la gueule par exemple. Mais je continue de penser que sur ce prochain cycle, on aura des all-time high stratosphériques. Ce que j'attends de voir, c'est si on sort de cette tendance historique et qu'on prenne la suivante, qui est ce canal haussier géant, boum, et ben ça nous emmènerait sur quelque chose comme ça. Voilà. Ça prendra du temps, mais je suis curieux de voir ce que ça pourrait donner sur le long terme. Encore une fois, on est là pour investir sur le long terme. Tu vois, le prochain halving sera en 2028, c'est pas si long que ça. Macron ne sera plus là, Biden non plus. Dieu seul sait ce que le monde sera, mais une chose est sûre, c'est qu'il vaudra mieux posséder du Bitcoin à ce moment-là que ne pas en posséder. Donc voilà, ce qu'on pouvait dire sur l'évolution du prix avant et après les halvings. Il n'y en a eu que 4, pas beaucoup pour se faire une opinion. Alors, qu'est-ce qui nous attend à l'avenir ? Ce qui nous attend à l'avenir, c'est, je te l'ai dit, c'est écrit. On sait exactement où on va. On sait où le Bitcoin sera en 2140. Le dernier bloc sera miné en 2140. Et la récompense passera de 0,00000001 à 0. Donc, il n'y aura plus vraiment de Bitcoin. Enfin, il n'y aura plus de Bitcoin produit par les mineurs. Les 21 millions de Bitcoin auraient été minés, créés. Et à ce moment-là, les mineurs, alors tu vas me dire qu'est-ce qu'ils deviennent en 2140 ? Ils deviendront toujours ces acteurs qui maintiennent le réseau, qui assurent déjà les échanges, donc un peu comme Swift ou SEPA. Donc le halving, est-ce que c'est quelque chose dont il faut avoir peur ? Non, pas du tout. À part pour les mineurs professionnels, les grosses entreprises qui n'ont pas pu préparer le passage tous les 4 ans ou tous les 210 000 blocs à une rémunération divisée par 2, la seule conséquence prévisible, c'est la rareté de ce Bitcoin et donc très probablement une hausse du prix, toujours avec beaucoup de volatilité. Ça monte, ça descend, faut juste être solide et être fort dans ses convictions. Donc n'aie pas peur et continue ton boulot en achetant régulièrement du Bitcoin pour sauver ton épargne.